Saison 1, épisode 28. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, bientôt papa. On recommence. Saison 1, épisode 28. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, bientôt papa. Bonjour. Salut les gars, ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, Pag. J'ai des amis qui ont commencé à m'appeler Papag. C'est pas pire. Ouais, on sait d'où ça vient, la famille de jeux de mots. Papag, Fafan, ça va bien. Ça. Simon. J'aimerais vous dire que l'épisode de Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi, vous annoncez que le gagnant pour le souper avec vous a été remporté et qu'il reste un souper à faire tirer. Vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire. Et le formulaire d'inscription se trouve dans la description de l'épisode, autant sur les plateformes de balado que sur YouTube. Parlant de YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube de Chaos Sport. C'est gratuit et ça nous aide tous, tout le groupe de Chaos Sport ainsi que nous-mêmes. Le gagnant, on l'annonçait ou pas tout de suite? Oui, il a été communiqué par courriel. J'ai pas son C'est un prénom, Étienne, mais... hein, je pense. Étienne, oui. OK. Félicitations, Étienne. On s'excuse du 24 heures de retard. Comme pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, on expliquait que les studios étaient fermés lundi. Alors, on a été obligés, nous aussi, là, on était comme des lions en cage. Alors, nous voilà, on enregistre un mardi avant le match du Canadien. Alors, au moment où vous nous écoutez, on sait, Cole a peut-être marqué son 50e ou pas. J'imagine Suzuki ne s'est pas rendu à 100. Slavkovski, on verra. Puis, c'est un petit peu ça aussi notre sujet. On aime tout le temps aller à contre-courant, est un grand mot. En marge, en sous-bois. En sous-bois. Je vais y aller avec du sous-bois. Juraj Slavkovski. Toi, Pag, là, t'as quoi? 36? 38. 38 déjà. T'as commencé à suivre le hockey, j'imagine, à 12-13 ans? Oui, à peu près. Début des années 2000? Ouais. Le premier match que j'ai vécu au Forum, c'était le dernier match de Patrick Roy, mais j'écoutais pas encore ça tant que ça. Là. Fait que tes premiers espoirs, toi, ça a été Marian Hossa et Andrei Kostitine. Tu veux dire Marcel Lossa, oui. Marcel, oui. Pas Marianne, malheureusement. À peu près, oui. Et Kostitine. Et tu as vu le début de Pacioretty. Oui, absolument. Puis là où je m'en vais, c'est que il y avait un match. Ben, il y a un match ce soir, donc pour vous, il y avait un match hier. Et on a un gars qui s'appelle Slavkovski, qui est à 6'3", 2'25", qui a peut-être compté son 30e, et qui est peut-être rendu à 70 points, qui a des chances de se rendre à 75 points. Et en ce moment, à cause de la course de Caulfield et Suzuki, on en parle à peine. C'est fou pareil. À l'époque, amène ce bonhomme-là, quand tu es plus jeune, quand vous êtes plus jeune, les 40 ans et moins, d'un kid qui vient d'avoir 22, qui s'approche de 75 points et 30 buts, ça vire fou à Montréal. Ben oui, on a toujours capoté pour les Galchenyuk, les Heller. Galchenyuk, 30 buts, mais 58 points. Pacioretty n'a jamais fait 70 points, puis c'était l'attaquant fort. Fait que j'ai demandé à Simon aujourd'hui, parlons un peu de Slav. Puis là, évidemment, que si Caulfield en a compté 3 ce soir, on est un peu à contre-courant, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Et Slavkovski, ses premières années, écoute, jusqu'au début de saison, il y en a qui se demandaient s'il allait arriver ou pas. Puis Simon a tout le temps dit, toi, en fait, ton barème, c'est 4 ans aussi. Oui, dépendant à quel âge, puis là, on parle des attaquants, on ne parle pas des défenseurs. Dépendant à quel âge un joueur arrive dans la LNH. Puis là, je disais tout le temps qu'un joueur qui arrive à 18 ans, ce qui est rare quand même, un attaquant qui arrive à 18 ans, la 4e saison est habituellement une saison pivot. Oui. Dans le sens que si, rendu à sa 4e saison, le gars n'a pas atteint un certain niveau, ça veut dire qu'il y a des chances qu'il ne l'atteigne jamais. C'est là où Kotkaniemi n'a pas pivoté, là. Exact. Alors moi, j'ai pris j'ai pris une quinzaine de joueurs. Oui. Puis tous des noms très connus. J'ai remonté à peu près à 2000. J'ai remonté à 2008. Alors, à part une coupe, c'est tous des joueurs qui jouent encore dans la LNH. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui était arrivé à ces gars-là à leur début et à leur 4e saison. Puis, avant que tu te lances là-dedans, c'est un peu pour ça qu'on dit souvent patience,
attendons, puis on se fait dire. Tu sais, c'est sûr que quand un Kotkaniemi, ça ne fonctionne pas, là, on se fait dire, bon, OK, il est rendu à 24, 25 ans. Non, on n'attend pas 24, 25 ans. Comme tu dis, on attend la 4e saison quand ils sont arrivés à 18 ans dans la Ligue nationale. C'est ça, puis il n'y en a pas beaucoup. Regarde, je n'ai répertorié une quinzaine depuis 2008. Il y en a peut-être d'autres, là, mais j'ai pris les principaux. Puis, je vais passer rapidement chacun, puis après ça, je vais dire le point en commun que j'ai trouvé. Ouais. Moi, à la base, cette idée-là que j'avais, c'était que le développement était linéaire, qu'à la 4e saison, le gars s'envolait, et après ça, il continuait de s'envoler. Oui. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça. OK. Puis je vais faire la conclusion après avoir cité un peu là, la progression des joueurs. Ben, je commençais avec Steven Stamkos. Steven Stamkos, dès sa 2e saison, il a eu 51 buts. Alors lui, il était pas mal en avance. Et à sa 4e saison, 97 points. Et on peut dire que cette 4e saison-là a été pas mal l'histoire de sa carrière. Ouais. Bon. Matt Duchene, qui avait très bien commencé, et à sa 4e saison, 43 points, mais en 47 matchs. Donc, on parle d'un gars presque d'un point par match. Mais ensuite, Matt Duchene, il y a eu des bonnes et des mauvaises saisons. Okay. Mais ça prend, quand tu dis que, dis-nous, quand tu dis que ça commence bien, c'est quoi les points? Ben, 55 et 77. C'est quand même bien. C'est quand même très bien. Mais c'est pas l'explosion. Non, c'est pas l'explosion. Mais l'explosion pour Matt Duchene, elle a finalement jamais eu lieu. Tu sais, il n'a jamais fait 100 points. Mais lui, si vous allez sur HockeyDB, il y a une constante. Souvent, c'était une bonne, une pas bonne, une bonne, une pas bonne. Mais la 4e saison, vois-tu, qui était pas loin d'un point par match, elle a été significative de certaines de ses saisons. Ouais. Fait que lui, tu peux pas vraiment tirer de conclusion. Tyler Seguin, 84 points. Après un début modeste, parce qu'à 18-19 ans, il jouait pas beaucoup à Boston. On l'échange à Dallas. 84 points, meilleure saison en carrière. Il n'a jamais eu ça par la suite. Alors, il a eu une bonne carrière, mais il n'a jamais été aussi bon qu'à sa 4e saison du point de vue point. Jeff Skinner, parti en peur, 63 points à 18 ans. Ouais. Toi, 4e saison, 54 points sur 71 matchs. Donc, il y avait une stagnation de la part de Skinner. Okay. Et on peut dire que sa carrière a été pas mal ça, comme sa 4e saison. Okay. Il y a eu une couple de saisons de 40 buts, mais la 4e saison, il n'a pas explosé, puis le reste de sa carrière, il n'a pas explosé non plus. Ryan Nugent-Hopkins, 56 points à sa 4e saison. C'est pas beaucoup pour un gars qui a été choisi premier. Okay. Hopkins a eu une seule saison de 100 points, beaucoup plus tard dans sa carrière, mais sa saison de 56 points est beaucoup plus représentative de la carrière qu'il a eue. Okay. Galchenyuk, 56 points à sa 4e saison, mais ça a été sa meilleure. Alors, ça a fini là pour lui. Nathan McKinnon, parti quand même très bien, 63 points. Mais lui, après ça, 2e, 3e, 4e saison, 4e saison, 53 points. Ouais. Là, tout le monde se dit, Nathan McKinnon, flop, il a régressé, qu'est-ce qui se passe? Mais à sa 5e saison, Matt Duchene est échangé, il devient le premier centre, 97 points. Et alors lui, il est un peu l'exception, dans le sens que ça a pris 1 an de plus pour exploser. OK. Connor McDavid, pas besoin d'en parler, là, 116 points, 4e saison, mais lui, il est pas... 4. Connor McDavid, c'est Connor McDavid. Patrick Laine, qui avait bien commencé, une saison de 40 buts, je pense, à 19 ans, 63 points à sa 4e saison. Correct. Mais tu vois qu'après ça, il n'a pas vraiment progressé. Il n'a pas... Tu sais, il n'y a pas eu d'explosion, ni à sa 4e, ni plus tard. Nico Hischier, 4e saison, blessé, 21 matchs, 11 points. On va l'oublier. 5e saison, 60 points. Mais Nico Hischier, c'est un gars de 60 points. OK. En général. Donc, tu vois où je m'en vais un peu avec ça. Andriy... j'essaie de voir, là. Tu vas le voir où je m'en vais. OK. Andriy Svechnikov, 61 points à sa 4e saison. Okay. Ça s'est avéré sa meilleure saison. Ouais. Kotkaniemi, 29 points à sa 4e saison. Et on voit que Kotkaniemi, ça n'a jamais débloqué, même que là, il va s'en retourner probablement. Je pense que je commence à te voir, là. Oui. Jack Hughes, 99 points à sa 4e saison. Ça a été sa meilleure. Mais Jack Hughes, depuis 3 ans, il manque 20 matchs par année. Ouais. Alors, il est quand même dans... Si on parle de points par match, il est à peu près là, 99 points. Ouais. Mais il ne le fait pas parce qu'il manque 20 matchs. Capo Caco, 40 points à sa 44e saison. Capo Caco, ça a été sa meilleure saison. Okay. Là, tu vois, il a été échangé. C'est un gars de 40 points. Tim Stützle, 3e saison, 90 points. 4e saison, ça a baissé à 70.
Là, on voit qu'il est un peu entre les deux. Entre 70 et 90. Tu sais, c'est plus un gars d'un point par match. Et Slav, en ce moment, au moment où on se parle, 66 points à sa 4e saison. Tu aurais pu me faire une petite règle de 3. Pourquoi? À combien il va finir? Ouais. Ben, mettons, je ne sais pas, là. Toi, comment tu penses qu'il va finir? Ben, mise au jeu plus se pose cette question-là, messieurs. Alors, over 72,5 points à 1,95 ou under 72,5 à 1,75? Donc, c'est 6 points en 5 matchs. 6 points en 5 matchs, alors qu'il y a 66 points en 60 et... Ouais. Je ne sais pas s'il a manqué En des matchs. combien, là? 77? Parce que là, je vais faire ma règle Ah, de 3, là. toi, t'adores ça, les règles de 3. Ah oui. Ah oui? Au moment d'enregistrer, il y a 70 points. 77 matchs de jouer et il y a Ça lui donnerait 67 points. Ça lui donnerait 70 points? Oui. OK. Bon. Alors, ce qui donnerait à peu près ce que Tim Stutzla a eu. Alors, tu sais, moi, Je savais pas où tu t'en allais. Oui. Là, est-ce que tu sais? Ouais. Vas-y. Moi, je pensais que tu t'en allais en disant que le jeune joueur décolle à sa 4e année, Oui. mais finalement, la 4e année, c'est comme le barème pour le reste de la carrière. Oui, mais ça, vois-tu, quand j'ai commencé l'étude, je pensais arriver à la conclusion que tu Ouais. viens de dire. Puis tu as Il changé. décolle. Ben, c'est ça. Moi, j'étais là, j'étais... Il décolle pas. Ça donne une idée qu'est-ce qu'il va être. Toi, mon petit snoro, parce que tu sais tout le temps où tu t'en vas. Là, j'étais comme au début, où Ah ouais. est-ce qu'il s'en va? Oui. Ben, je savais où je m'en allais quand j'ai commencé l'étude. Mais après l'avoir Écoute, fait, je pense- j'ai dit, il va falloir que je vire à gauche ou que je vire à Je pensais droite. que ça partait en cacahuète, ton affaire, là. Non. Ça a pas, il y a toujours un raisonnement. Même qu'on soit d'accord ou pas, il y a toujours un raisonnement. Donc, est-ce que le plafond de Slav est de 30 buts, 70 points? Ce Vois-tu? qu'on pensait au départ, hein, dans le meilleur des cas. Vois-tu? Regarde. Tous, c'est une généralité là, que j'ai fait. Ouais. Tu sais, comme McDavid, 4e saison, 116 points, ben c'est un gars de 120 Ouais. points, tu sais. Regarde, oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça, donc on peut croire que ça serait ça pour Slav. Mais Nathan McKinnon, il est devenu meilleur. Oui. Comprends-tu? T'en as combien d'exceptions, là? Ben, mais Nathan McKinnon, ben, je suis tout cela, c'est dur à dire, parce Ouais. qu'il y a eu 90 à sa 3e, 70 à sa 4e. Alors lui, on peut croire que c'est plus que Il est à 70. combien, là? Je vais aller voir, mais en attendant, c'est tout là. Ouais. Je continue. Puis- C'est tout cela? Je la comprends pas. Tout, Ben, tout est je là, sais. c'est tout là. Ah, c'est tout cela, OK. Excusez. Non, j'ai juste pas Pénible. compris. Hein. Excusez-moi l'armée, là, je l'ai pas Fait capté. que c'est sûr, quand tu regardes ça, si Euh, tu te fies juste à l'histoire des 15... Combien? 79 points, c'est tout là. En En combien? 77 parties. OK, alors on voit Ouais. que c'est un gars d'un point par match. Mais excusez, juste pour rebondir, là, est-ce que les saisons écourtées qu'on vient de vivre dos à dos pour Slav, ça a une influence sur son résultat comparé aux autres, vous pensez? Qu'est-ce que tu veux dire par saison écourtée? Sa blessure la première année? Mais ce que je veux dire, c'est le calendrier freiné à cause des Olympiques puis du... Ah. Oh non, parce que là, à un moment donné, regarde, quand tu regardes ça, là, tu peux pas commencer à faire... je comprends ce que tu veux dire, mais on peut sortir des exceptions comme ça ou des patterns comme ça pour n'importe quel joueur. Ouais. Tu sais, on peut toujours dire, il y en a un qui a été Ouais. blessé, il y en a un, il y a eu d'autres. Tu sais, il y a eu l'année de la COVID? Il y a eu la pandémie, Ouais. il y a eu, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Regarde, Il y a autre chose aussi, Oui, là, les- par rapport à Slav. Oui. Mais- ben moi, tout ce que je veux dire, c'est que il y a aussi, par contre, l'aspect linéaire de tout ça. Ça a pas mal toujours été en montant. ouais. Alors que les autres que je t'ai nommés, il y en a beaucoup pour qui ça a été plus en dents de scie. Donc, si il y a deux théories là-dedans. La première théorie, c'est qu'on se fie au passé puis on se dit, ben, la 4e saison est représentative de la carrière. Mais on peut regarder aussi ceux qui ont toujours progressé. Ouais. Regarde Suzuki. Suzuki a toujours progressé. Il n'a pas le même âge, là, mais il a toujours progressé. Donc, il y a des joueurs dont la progression de points est linéaire. Regarde, moi, je pense que autant comme je pense que Stutzla, pour moi, est beaucoup plus qu'un gars de 70 points, je pense que Slav est plus qu'un gars de 70 points. Ah oui? Ouais. Puis l'autre truc, c'est que tu regardes aussi le Canadien. Tu sais, Suzuki qui est pas loin de 100 points. Mhm. J'espère qu'il ne fera pas une soirée de 6 points ce soir.
Demidov va arriver à un moment donné à 100 points. Tu sais, tu peux avoir combien de joueurs de 100 points dans une équipe? Là? Ouais, c'est ça. À moins de t'appeler les Oilers d'Edmonton de 1986, mais à ce moment-là, Ouais. ils se comptaient 5 buts par match. Ils comptaient 5 buts par match qui n'existent plus aujourd'hui. Je pense que tout est question pour les points de... tout est question pour les points, je crois, de circonstances. Le jeu de puissance et les deux compagnons de trio. Fait que c'est sûr que moi, les points, pour moi, je te l'ai toujours dit, ça ne dit pas tout. Fait que, tu sais, Stavkovski, il y a un apport qui peut aller au-delà des points, comme il y a eu des alliés dans le passé qui ont fait seulement, mettons, entre guillemets, 75-80 points, mais ils amenaient dans leur jeu quelque chose qui était aussi utile que le gars qui avait fait 45 buts ou le gars qui avait fait 100 points sur leur trio. Ouais. On a souvent parlé du trio de Clark Gillies, Mike Bossy puis Brian Trottier à New York il y a 40-50 ans. Clark Gillies, il n'a jamais eu les stats des deux autres. Ouais. Mais Clark Gillies, s'il n'est pas là, je ne sais pas si Mike Bossy compte autant. On ne le saura jamais, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que c'est pour ça que Slav, je pense que il peut rentrer dans la catégorie que j'appelle la catégorie « je suis tout là ». C'est-à-dire une des peut-être 3 exceptions qu'il y aurait sur les 15-16 joueurs que j'ai nommés. Bon. Mais tu comprends mon point de départ aussi, de dire transpose Slav à l'adolescence de Pag, puis le monde vire fou. Puis oui. Mais là, enlève Slav, puis fait juste mettre Demidov à une 60aine de points alors qu'il vient d'avoir 20 ans, puis ça capote à Montréal. Galchenyuk n'a quand même pas fait ça. Ben non. Dans sa carrière. Au-delà des pointages, Demidov, il frappe l'imaginaire par son talent, juste par le talent pur de ses mains puis sa vision, c'est extraordinaire. Tu sais. Puis juste pour faire écho aux statistiques que vous avanciez, les statistiques avancées de possession de rondelles sont aussi en ascension au courant de sa carrière à Slavkovski. Puis là, en ce moment, moi, je trouve la statistique la plus pertinente pour ça, c'est le Fenwick, qui dit qu'en ce moment, il est à 57,6, qui est un petit peu plus haut que l'année dernière. Là. Donc, c'est les statistiques de possession, puis c'est les chances de marquer qui ne sont pas bloquées. Oui. Donc, voilà. Alors, c'est notre petit préambule. On va passer à la Ligue nationale. Oui. Là, je sais que ça... Je voulais te parler de la conférence de presse de Keith Pelly. De Keith Pelly à Toronto. Et depuis... Il s'en passe. Écoute, il s'en passe. Patrick Roy a été congédié. Ouais. Tom Fitzgerald congédié. As-tu déjà vu ça, toi? 2 directeurs généraux et 2 entraîneurs congédiés avec 10 matchs et moins à faire. Ça arrive pas souvent. Je sais que la NFL, des fois, ils vont congédier des gars avec un match à jouer la dernière semaine, mais c'est sûr que dans le hockey, c'est très, très rare. On dirait que... Puis là, on parle de clubs qui vont faire les séries dans le cas de Vegas, Islanders. Puis les directeurs généraux congédiés, c'est des clubs qui ne les feront pas. Donc, les entraîneurs, c'est des clubs qui vont les faire, probablement. Les Islanders, c'est pas fait. Hein? Puis les directeurs gérants... Bon, pourquoi on fait ça? Les entraîneurs, c'est évident. C'est pour donner un coup de pied derrière aux joueurs, pour allumer une flamme en début de série. Les directeurs gérants, c'est sûr qu'ils peuvent faire grand dommage avec 10 matchs à jouer. Il n'y a plus de transactions. Il n'y a plus vraiment de signature à part des joueurs de la NCAA. Moi, je pense que c'est pour commencer le processus d'embauche plus rapidement. C'est nouveau, les directeurs généraux à la fin de l'année. Là. Parce que Toronto, ils ont embauché une firme pour trouver un directeur gérant. Mais avant, on attendait à la fin de l'année. Ben oui. C'était rare que le directeur général était congédié à la fin. C'est une nouvelle tendance. Je pense que c'est pour prendre de l'avance. Et pour que pas que le gars arrive au repêchage. Mettons que je me souviens, Mike Greer à San Jose, il venait d'être embauché, il arrive à la table de repêchage. Là, si la personne embauchée est embauchée en avril, elle a 2 mois pour travailler. Puis tu vois, chez les Islanders, je ne sais pas si c'est pour s'enlever de la pression, mais on s'est dit, garde, DeBoer est là pour 4 années supplémentaires. Oui. Tant mieux si on fait les séries, mais c'est pas seulement pour les séries. On voulait l'avoir parce qu'il était disponible. Là où ça m'a interpellé, la conférence de presse de Pelly, puis je t'en ai parlé la journée où c'est arrivé. Interpellé? C'était pas voulu, mais merci d'avoir noté. Oui, non, quand même. C'est moi qui en perds son latin. Oui. Il parle de... Écoute, il en a dit des affaires, là. Il parle du fait que ça prend un gars analytique,
mais ça prend aussi un gars d'expérience. Là, il dit qu'ils ne vont pas reconstruire, mais qu'il cite des clubs qui sont en reconstruction. Oui. Il a dit qu'il n'avait pas vu venir Canadien Buffalo. Écoute, ça m'a donné l'image d'un gars de l'ancienne garde, même si ce n'est pas un gars de hockey. Puis c'est là que je t'ai dit, c'est quoi la proportion des jeunes, des visions modernes, disons, pas jeunes. Oui. La proportion des visions modernes, puis là, je pense qu'à Toronto, en ce moment, c'est pas une vision moderne. Non. Jusqu'à temps qu'ils embauchent. Je pense que le Canadien, c'est une vision moderne. Ça me trompait. Oui. Ça dépend ce que tu entends par vision moderne. Il y en a pour qui vision moderne, c'est analytique. Non, moi, c'est un peu ta vision il y a 15 ans. Oui. De dire... Mais j'étais pas un analytique dans le sens pur et dur. Là. Non. Moins dans l'analytique que dans la... Regarde, par la exemple, philosophie. Fitzgerald. Oui. Il arrive, lui, il est embauché, il dit, nous, on reconstruit, on rebâtit autour de Hischier et Jack Hughes. Ouais. Le groupe va grandir ensemble. Ah oui. Puis, écoute, 2 ans après, le plan tombe à l'eau. Greer, c'est un petit peu ça qui a entamé, puis qui... Canadien a été fidèle jusqu'à maintenant à son plan. Moi, une vision moderne, c'est au moins d'être conséquent, de suivre un plan. Fait que peut-être que mon terme moderne n'était pas non, mais je comprends ce que juste. tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Je voulais juste faire la distinction entre analytique pur et dur et moderne dans le sens de comprendre la réalité actuelle. La réalité actuelle selon... Avec le plafond. Oui, avec le plafond et selon ce qui a marché, moins marché dans le passé pour créer un gagnant de la Coupe Stanley. Tu sais, une recette parfaite, ça n'existe pas. Ouais. Une recette de gâteau pour gagner la Coupe, ça n'existe pas. Mais il y a quand même des tendances que un directeur gérant peut suivre. Puis tu sais, je fais juste une parenthèse ici entre Fitzgerald et le Canadien. Fitzgerald, il est arrivé en 2020. Et lui, il y avait déjà Hischier et Jack Hughes. Et Jack Hughes. Blackwood d'un but. Et Blackwood d'un but. Puis, curieusement, tu vois, quand Hughes est arrivé, il y avait Suzuki Caulfield. Tu sais, alors, les deux sont arrivés avec des joueurs, des jeunes joueurs en train de s'établir et qui ont progressé. Les deux ont progressé. Et les 4, en fait, Hughes, Hischier, Suzuki Caulfield, les 4 ont progressé. Puis, on dirait qu'à un moment donné, le Canadien a gardé une voie. Ils étaient côte à côte sur l'autoroute. Oui. Puis à un moment donné, Fitzgerald, il est allé à la sortie 55. Fascinant quand même. Oui. Puis ça a été Dougie Hamilton. Ça a été Dougie Hamilton, d'après moi, le point tournant. Comme les Maple Leafs, tu sais, John Tavares est un très bon joueur. Oui. Toronto a fait la même affaire aussi, en allant chercher Tavares. Tu sais, ils ont voulu monter vite. Oui. Est-ce que tu as pu identifier un peu les équipes qui... les cancres des... Oui. Tu veux dire dans la façon de voir les choses peut-être depuis 5 ans, c'est ça? Dans notre façon à nous, là, c'est en plein notre taille. Il y en a beaucoup, Mathias. Il y en a beaucoup. Je dois dire que tout de suite, moi, Détroit-Toronto saute aux yeux. Parce que Détroit, ils n'ont pas fait de la reconstruction, moi, que j'aurais cru qu'ils pouvaient faire. Les Penguins de Pittsburgh ne le font pas. Mais regarde, ils sont encore en série. Il y a encore Sidney Crosby qui est bon. Eux autres, tu es obligé de mettre un astérisque. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va planter, mais regarde, ils ont fait le choix de garder pendant 21, 22 ans un trio légendaire. Fait que je pense qu'eux autres, ils rentrent dans les catégories hors série pour les Penguins de Pittsburgh. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. J'ai un autre hors série C'est pour ça. toi aussi. Là. Lequel? Les Bruins de Boston. Eux, c'est hors série. Les Bruins de Boston, c'est qu'ils ont juste une autre façon de procéder. Est-ce qu'elle est moderne? Est-ce qu'elle est ancienne? Ni l'un ni l'autre, Écoute, peut-être. je vais te dire quelque chose que je ne pensais pas Non, dire. non, je c'est- les admire. Oui, moi, mais, je les ouais, admire. mais il y a du Moneyball dans Boston. Il y a du Moneyball. Ils vont en chercher des tabarnouche. aubaines. Oui, Regarde, là, on parle de New Jersey. Eric Holla pour Pavel Zacha. oui. Ça a tué, ça n'a pas aidé Tu sais, Fitzgerald. Eric Holla, je le déteste pas là, comme attaquant de soutien. Mais il reste quand même que Zacha est plus important aux Browns. Mais Zacha à New Jersey, il n'était pas si bon que ça. Oui, mais là, Zaka a 28 ans, puis là, ils ont eu un choix de Je le 4. sais, c'est pour ça. lui. Exactement. Fait que, tu sais, Boston, on est dans le Moneyball. Ils vont chercher Casey Middlestat, qui faisait rien, qui vaille à nulle part. Puis à Boston, il est pas pire. Oui. Ben, comme Pas de grand joueur, Milton mais il est aussi. pas pire. Ouais.
Fraser Minton, lui, c'est un jeune joueur. Moi, je pense Boston, il y a du Moneyball. Donc, tu dois entrer ça dans la catégorie, peut-être pas des reconstructeurs purs et durs, mais tu peux aller vers la catégorie aubaine, meilleur magasineur d'aubaine, je ne sais pas. C'est drôle parce que les congédiements, la conférence de Pelly nous donne un point de départ. J'aimerais ça qu'on se le garde comme sujet. Oui. Puis, est-ce que ça se fait de trouver des catégories? Je sais pas, moi, 3 D'équipes? grandes catégories d'équipes là, pour une prochaine fois. Oui, mais regarde, si tu veux continuer dans les gangs, moi, je peux y aller rapidement. Oui, les Rangers, ça, évidemment. Les Rangers, évidemment. Oui. Regarde, les Islanders, là, Braden Shen, là. En tout cas, tu sais, là, il y a eu Matthew Schaefer. Matthew Schaefer change la donne. C'est un gars qui va transporter son équipe au cours des 10-15 prochaines années. Donc, on ne peut pas traiter, on peut pas présumer que les Islanders vont planter parce qu'ils ont Matthew Schaefer. Mais s'ils n'ont pas Matthew Schaefer, s'ils ne gagnent pas à la loterie, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là de Braden Shen? Est-ce qu'on... Ça se peut-tu, mais là, pour un seul joueur, Oui. ça se peut-tu qu'on veuille donner l'expérience des séries à tout prix à ce gars-là? Ou c'est trop... C'est une affirmation un peu trop Moi, je pense forte? que c'est une équipe qui se pensait arriver. Je ne suis pas dans la tête de Darche et compagnie, mais je pense que c'est une équipe qui se pensait arriver. Parce que ça n'a pas de bon sens faire ça. Quand, normalement, les Islanders de New York, ils auraient dû dire « Wow, on a Matthew Schaefer, on démolit, on reconstruit. Ouais. » Et non pas on garde ce qu'on a autour de Matthew Schaefer. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, déjà, même Lamoriello, qui avait échangé Brock Nelson, c'est un vrai miracle. Lamoriello avait fait un échange pour l'avenir. C'était absolument impensable. Puis là, on regarde ça, puis on se dit « Ouais, OK, ils ont quand même pas mal un meilleur bassin de jeunes joueurs qu'avant, les Islanders, tu sais, tranquillement, pas vite. » Je me suis tout le temps Puis demandé, là, moi, ça finit par l'échange de Braden Shen. je me suis tout le temps demandé si Mathieu Darche aurait eu le Puis André job. Palat. Est-ce que Darche aurait eu le job avec les Islanders? S'il avait dit qu'il reconstruisait, peut-être pas. Il a peut-être été obligé de... Peut-être. On le sait qu'il y a des contraintes, mais à ce moment-là, je pense qu'un gars doit faire son choix. Il doit se dire, est-ce que je reste assistant même si j'aime bien la compagnie où je travaille, l'équipe où je travaille, ou est-ce que, écoute, il y a un job de GM qui m'est offert, on me demande de procéder comme ça, je vais faire de mon mieux selon les consignes qu'on m'a données, puis au moins je suis GM. Mais j'échange d'options, je vais chercher des choix de première, je fais des compromis. L'aurais-tu pris la job? Des Islanders l'année passée? Avec des contraintes? Ben, certaines contraintes, oui. Oui, parce que, écoute, il y a 32 jobs de GM de hockey dans le monde. En fait, dans la Ligue nationale. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que Mathieu Darche, ça nous surprend l'orientation. Je le sais. À un moment donné, tu dis, tu fermes ta boîte, puis tu prends un job, puis tu fais pour le mieux selon les consignes qu'on t'a données. Mais ça a été quand même renversant, l'acquisition de Braden Shen. Je sais, ça fait 3 fois que je le dis. Ouais. Au moins, c'est le choix de l'Avalanche, ouais. qui va peut-être être 32e, 31e, s'il se rend en finale. Mais bon. Oui, c'est sûr que c'est pas donné. Ils n'ont pas donné une fortune. C'est juste que ça... Tu sais, si tu veux garder un siège chaud avant qu'un jeune arrive, ça, je comprends. Mais habituellement, c'est des acquisitions que tu vas faire pour rien. Mike Greer, là, il le fait. Mais il n'a pas donné grand-chose pour ce qu'il est allé chercher. L'acquisition de Shen me choque moins que de ne pas avoir échangé les Horvat, Barzal et compagnie, alors que Schaefer arrive à 18 ans. Oui. Alors que là, tu te dis, bon, mais tu amasses un paquet d'actifs pour quand Schaefer va arriver à 25 ans. Parce que là, quand Schaefer va arriver à 25 ans, toute l'autre gang va être trop vieille. Et ils vont repêcher trop bas pour aller chercher, mettons, des stars. À moins d'avoir des coups de maître, mais c'est plus rare. Fait que, est-ce que Matthew Schaefer va pouvoir transporter un club moyen vers la terre promise? Moi, je ne peux pas gâcher contre Matthew Schaefer. Mais à un moment donné, il y a quand même une limite. C'est-tu moi qui parle trop des Islanders, là? Non, pourquoi? C'était pas ton équipe? Ben, ça faisait partie des gangs de Simon, c'est pour ça qu'on parle. Oui, c'était mon équipe de la semaine. Mais regarde, ça tombe bien. On mélange tout ça ensemble. Bon, parfait. Après ça, on conclura. Regarde, dans le segment, on parlera des espoirs des Islanders. On parlera des contrats, de ce qui s'en vient. Oui. Vancouver n'a pas été nommé dans les cancres. Ben non, on n'a pas fini encore les cancres. Okay. Évidemment, il y a Vancouver. Il y a eu Calgary un bout de temps, mais là, Calgary semble s'être réveillé. Ils ont quand même une bonne banque d'espoir. Bonne. Oui, correct. Non, mais pour un club qui commence une reconstruction, il y a quand même des joueurs, des futurs joueurs de la Ligue nationale dans ce groupe-là. C'est ça que je veux dire. Seattle, pour moi, c'est épouvantable.
la façon dont c'est fait. Les Kings de Los Angeles, épouvantable. C'est des clubs là, qui s'accrochent à l'espoir de faire les séries, comme le Canadien à l'époque, là, de se dire une fois en série, là, n'importe quoi peut arriver. Puis l'année d'après, ben, il manque les séries. C'est ça, c'est des clubs de même. C'est une autre. Écoute, on peut dire qu'on n'est pas loin du tiers de la Ligue qui est dans cette catégorie-là. Qui gère ça comme vraiment à petite semaine. Tu sais, à Montréal, excuse-moi de les vanter à nouveau, mais ils méritent des fleurs. Montréal, depuis le début, c'est, regardez, là, faites-nous confiance. Ça n'arrivera pas cette année. Ça n'arrivera pas l'année d'après. Ça n'arrivera pas l'année suivante. Mais vous allez voir, on veut des succès durables. Il me semble que ce n'est pas compliqué. Moi, je pense que la tâche la plus difficile pour le Canadien, c'est comme dans le domaine de la vente, on parle toujours de conclure la vente. Alors, tu peux faire une très belle présentation à ton client potentiel. Tu peux lui tirer un sourire. Tu peux rédiger un contrat. Mais tant qu'il n'a pas posé sa signature sur le bas du contrat, ta vente n'est pas conclue. Et il y en a qui ne sont pas capables de conclure. En politique, c'est la même chose. Il y en a qui font des bonnes campagnes électorales, ils ne sont pas capables de conclure. C'est la même chose au hockey. Là, le Canadien, la tâche la plus difficile, ça va être de trouver les 3, 4, 5 morceaux clés manquants, comme les Panthers, comme Bill Zito l'a fait, pour entourer la gang de jeunes vedettes qu'ils ont. Les Sabres pourraient réussir ça cette année même. Ça a pris du conclure. Oui. Mais là, on regarde Kevyn Adams. Kevyn Adams, il va être certainement interviewé pour les jobs à Toronto puis à New Jersey, avec le travail qu'il a fait à Buffalo. Mais juste pour conclure sur Tom Fitzgerald, tu en as parlé dans ta chronique de la presse ce matin. Quand tu regardes Fitzgerald, il n'y a pas vraiment de grosses gaffes énormes, là, complètement ridicules. Mais c'est tout un paquet de petites décisions qui ont fait en sorte que l'équipe qui s'était rendue à 112 points en 2022-2023, ben là, manque encore les séries. Bon, c'est sûr que Jack Hughes, qui manque 20 matchs par année, c'est quasiment un brick syndical. Hamilton. Oui. Hamilton, ça, c'est probablement... Pourquoi? Parce que Hamilton, je crois, a nui au fait... Il a bloqué Luke Hughes puis Simon Nemeth. Moi, c'est ça mon opinion de la signature d'Hamilton. Oui, c'était un bon défenseur offensif, mais 9 millions pour un gars qui, à ce moment-là, l'équipe est en reconstruction, ça donne quoi? Je dis, ça prend un bon vétéran pour les appuyer. Oui, mais pas un gars qui va prendre leur place. Bien, comme si le Canadien est allé chercher un gros joueur de 29-30 ans, puis que Hudson doit attendre pendant 4-5 ans sa deuxième vague. Mais Nemeth, il y avait des doutes, non? Avec son développement, on l'a renvoyé souvent dans la HL. Oui, mais Hamilton, il était signé avant ça. OK. C'est ça. Ouais, bon. Alors, tu sais, Nemeth, il est quand même arrivé jeune, là. Fait que pour un défenseur, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Bon, est-ce que Luke Hughes est devenu aussi bon, peut-être que je l'aurais cru au moment où il était repêché? À date, je dirais non. Il est bon, mais il n'est pas aussi bon que je l'aurais cru. L'échange de Timo Meier. Tu sais, ça n'a pas fait mal, Timo Meier. Parce que, tu sais, ils ont donné un premier choix, ils ont donné Mokamadouline, ils ont donné Zetterlund. Tu sais, c'est pas ça qui changerait. C'est la décision à prendre. Oui, à ce moment-là, c'était correct. Mais, bon, je pense que dans les gaffes, Alexander Holtz, 7e au total en 2020. Il y a eu quand même des bons joueurs qui ont été choisis après lui. Ça, je pense que ça a été une décision. Bon, Anton Silayev au 10e rang. C'est trop tôt pour le dire. Défenseur défensif, on ne le sait pas. Mais il y avait d'autres options au 10e rang. Est-ce que ça aurait changé la saison 25-26 des New Jersey? Non. Mais l'avenir, oui. Et c'est peut-être ça que quand on congédie un directeur gérant comme ils l'ont fait, c'est pas nécessairement sur les petites choses qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites. C'est de dire, est-ce que je veux vraiment continuer avec cet homme-là? Parce que tu vois un paquet de petits trucs qui dérangent l'échange de Zaka. Markstrom, on prolonge son contrat, on se dépêche de prolonger son contrat, on se débarrasse de Blackwood, qui je comprends que Markstrom, à ce moment-là, était un meilleur gardien de but, mais il était plus vieux. Une chose quand même, John Marino, bon défenseur, on l'échange 2 choix de deuxième ronde. Ouais. Pourquoi? Manque de vision. Manque de vision. Il y a un manque de vision, puis souvent, je pense que quand ils font le bilan, les présidents et les propriétaires, ils se disent ça, puis ils se disent, OK, le gars, il zigzague, là. Puis je pense que Tom Fitzgerald a été victime de ça. Puis si jamais New Jersey devient bon comme Buffalo l'est devenu, ben peut-être qu'on va dire, vois-tu, Fitzgerald, il était bon. Ouais, mais
Ça m'étonnerait. Retenons cette expression-là, zigzag, parce que Ouais. je pense que ça cause souvent la perte des directeurs généraux. Ben oui. Ils zigzaguent. Oui. Simon, écoute, on est en train d'empiéter sur ta liberté. Oui, mais il n'y a pas de grande liberté cette semaine. C'est pas comme la semaine Ah, passée. non? Non, il y a des petites choses, mais j'étais content de faire cette discussion-là On va sur te- les congédiements. On va te laisser reprendre ton souffle. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Mon beau Simon, Oui. comme je t'aime en liberté. Alors, vois-tu, les saisons juniors, comment les séries dans les saisons juniors ont commencé. Et là, au moment où on se parle, il reste encore quelques matchs numéro 7 à terminer. Donc, Gatineau, dont qu'est-ce les qui se Olympiques passe de là? Gatineau. Oui, grosse surprise, 3-3 dans la série. Perdait 3-0. Oui. Alors, mardi soir, le match numéro 7. Et il y a également beaucoup de joueurs de la Ligue nationale maintenant, de la NCAA, qui ont signé dans la Ligue nationale, les Sacha Boisvert et compagnie. Sacha Boisvert, d'ailleurs, qui a marqué son premier but. Alors, dans les prochaines semaines, là, au fur et à mesure que les séries vont se terminer, on va commencer à analyser beaucoup plus en profondeur les espoirs du repêchage. Parce que moi, j'aime bien voir les espoirs en série Ben oui. avant de commenter, mais là, il y a beaucoup de clubs qui commencent à être éliminés. Alors, on va parler de ça et on va parler également, il y a d'autres signatures NCAA qui s'en viennent parce que c'est le tournoi Frozen Four en fin de semaine. Ah, permets-moi, juste avant qu'on aille dans le Frozen Four, là, Gatineau, là, Oui. par curiosité, ils perdaient 3-0. Oui. Ils ont fait 3-3. Ils affrontaient Rouyn-Noranda, qui est une qui avait puissance, été une des 4-5 meilleures équipes de la Ligue cette année. Fait que c'est une surprise de taille juste qu'ils soient en match numéro 7. Surtout que c'était 3-0. Puis les deux premiers matchs, Gatineau a perdu 8-0, 2-0. Alors, je pense pas qu'il y aurait grand monde qui aurait cru qu'on gagnerait 3 des 4 prochains matchs. Demain, ça s'en va à Rouyn-Noranda. Ça devrait être assez endiablé là-bas. C'est Demain, des mercredi. très bons partisans. Demain, mercredi. Penses-tu que ça. c'est parce que c'est une année olympique? En fait, je m'excuse, Mathias. Le match numéro 7. Non, tu sais, la semaine dernière, Ouais, il non, avait mais été il me tranquille. déconcentre plus, là. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que... Ben, en fait, oui, il m'a déconcentré parce que le match de Gatineau, c'est mardi soir et non mercredi. Ah. Alors, au moment où les auditeurs... Parce que là, on a eu lundi de Ouais. congé. Fait que là, je suis tout Ouais. décalé dans mes journées. OK. Normalement, au moment où les auditeurs nous écoutent, la série va être terminée. Mais je suis content juste de voir Pag revenir en forme. Là. Je le trouvais Jamais un peu, quitté. Effacé la semaine dernière. Oh boy. Frozen Four, quand même. Là, oui. Écoute, une autre Oui. affaire. Là, dans le premier bloc, on disait on parle à peine depuis une semaine de Slav. On Oui. parle pas tant de Demidov avec 60 points. Et transposons Michael Age il y a 20 ans, puis on s'accrocherait à Ben l'espoir oui. de le voir arriver, alors que là, c'est un fait divers, quasiment. Oui. Je sais qu'on en parle, là. Alors, le tournoi Frozen Four de hockey met en vedette à partir de jeudi soir North Dakota contre Wisconsin et Michigan contre Denver. North Dakota, normalement, devrait l'emporter. Je sais c'est juste un match, mais Wisconsin, c'est un petit peu l'équipe Cendrillon du tournoi. Michigan-Denver, ça va être très serré. Fait qu'on va décortiquer un petit peu les joueurs de chaque équipe qui sont intéressants. Bon, premièrement, Wisconsin, je vais passer vite. Il n'y a pas vraiment d'espoir intéressant à parler dans cette équipe-là. L'ancien club de Cole Caulfield. Cole Caulfield, Oui. McDonough. Oui. Du côté de North Dakota, on a évidemment Keaton Verhoff, qui devrait être un choix top 5 au repêchage cette année. Cole Reshney, des Flames de Calgary, premier choix l'an dernier. Et Will Zellers, espoir des Bruins de Boston. Cette équipe-là, normalement, devrait se rendre en finale. Je ne sais pas s'ils vont gagner, mais c'est quand même une solide équipe. Maintenant, le match le plus intéressant, je dirais, des deux, Michigan-Denver. Là, il y a une panoplie de joueurs, il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Premièrement, l'entraîneur de Denver, David Carl, qui est là depuis très longtemps. Là, il semblerait qu'il reçoit des offres de la Ligue nationale. Ou il s'attend à recevoir des offres de la LNH. Tu sais, Ça, c'en est un moderne, là. ouais, c'en est un moderne. Mais tu sais, tu es un petit peu à la merci de l'équipe que tu as. Puis souvent, ces entraîneurs-là, ben, s'ils sont placés dans une bonne situation, ils peuvent gagner. Puis là, on dira c'est des génies. Puis s'ils sont placés dans une mauvaise situation, un peu comme tu te souviens à Philadelphie, Dave Axtell, qui était allé à Philadelphie, ça avait floppé. Mais alors, regarde, tu sais, là. je ne sais pas. David Carl, là, je ne sais pas. Je pense que Dan Muse vient d'en aider un paquet, là. Oui. Lui est arrivé. Moi, je me rappelle les réseaux Oui. sociaux à Pittsburgh, Ben là. oui.
Ça riait de lui, ça riait de son crâne dégarni, alors que je regardais sa feuille de route, puis je disais, attendez donc. Puis... Ouais, mais tu sais comment c'est. Les fans, souvent, sont comme ça. Ils voient Tortorella revenir. Ah, encore un dinosaure embauché. On embauche un gars moins connu. Qui c'est ça, ce gars-là? OK, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Tu sais. Fait que, en tout cas, David Carr, on verra, mais c'est pour vous dire que c'est peut-être la fin de sa carrière collégiale. Dans les buts, normalement, on se serait attendu à l'espoir du Canadien, Quentin Miller. Sauf que Quentin Miller était blessé. Puis c'est un gardien de 5 pieds 10 de 20 ans, John Hicks, qui a pris la relève, qui n'a jamais été repêché. 5 pieds 10, hein, c'est difficile pour les gardiens d'être repêchés avec ce gabarit-là. Moyenne de buts alloués, 1,12. Wow. 1,12. Je pense qu'il y a un pourcentage d'arrêt pas loin de 960. Puis, Alors, est-ce qu'il va réussir à gagner 2 autres matchs comme ça? Denver a quand même des joueurs intéressants, mais c'est lui là, qui est le grand responsable. Puis on en parlait la semaine dernière, Pag, de cette situation-là, de Quentin Miller à Denver, ici même, avec le frère de Quentin, qui travaille à KO. Fait que lui aussi dit garde, il dit... T'étais-tu là? Non, je sais pas là. Fait que ça veut dire que Quentin va certainement avoir le filet l'an prochain parce que là, Hicks, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que quelqu'un va le signer? Est-ce que... Et Simon disait, garde les blessures, t'as beau dire les blessures, tu perds pas ton poste, tu perds ton poste. On a vu ça avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre il y a 25 ans. Ouais. Drew Bledsoe, corps arrière étoile, perd son poste à Tom Brady, il l'a jamais repris. Fait que lui, il est sur son X, on peut dire. Voilà. Oui. Ah, il est en Ah, c'est incroyable. Fatiguant. C'est incroyable. Non. En fait, l'armée est heureuse. Du côté de Denver, Eric Polkamp devrait signer, défenseur offensif, devrait signer avec les Sharks de San Jose la semaine prochaine. C'est intéressant. Je vois une petite lueur dans tes yeux, alors que d'habitude, les joueurs autonomes, l'NCAA... Non, il n'est pas autonome, il a été repêché par les Sharks. Ah, il a été repêché? Oui. En Et, quel tour? 3e ou 4e, je crois. T'as de l'air à l'aimer. Puis, oui, je ne l'aime pas. Pas juste à cause de la couleur, là. Non, écoute, c'est pas un défenseur étoile, là. Mais je te dis que d'après moi, c'est un gars qui a une très bonne chance de faire la LNH. Puis les Sharks, à part Dickinson, puis Mokamalulin, il n'y a rien là, qui s'en vient. Non, mais c'est un 3e paire. Ouais. Fait que ça va prendre des gens pour le top 4. Et un espoir, moi, qui y en est à sa 4e année, je ne sais pas si Minnesota va le signer. Ils l'ont repêché en 2e ronde. Rigo Lawrence. Rigo Lawrence, là, à chaque année, je joue 3-4 petites cartes cachées. Là. Puis c'est un gars qui jouait dans le Junior A. Puis c'est la première année vraiment que là, il est bon. Fait que là, est-ce qu'il est bon parce qu'il est à sa 4e année ou il est finalement devenu bon parce qu'il était bon dans le Junior A? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir si Minnesota va le signer. Ça, c'était un gars qui m'intriguait et qui m'avait énormément déçu depuis son arrivée à Denver. Finalement, et non les moindres, Michigan. Bon, on arrive. Ben oui, c'est sûr, Michael Hage, Mathias. Ben quoi? Ben non, mais finalement, on y arrive. Tu sais, c'est pas intéressant. Non, mais je pense à nos... Les autres équipes sont pas intéressantes. Les auditeurs... J'ai jamais dit que c'était pas intéressant. Les auditeurs aiment entendre parler de tout. Non. J'ai jamais dit que c'était pas intéressant. Verhoff, ça m'intéresse et tout ça. Oui. Mais pour une partie quand même importante de notre auditoire aussi, c'est le fun là, de parler de Michael Hage. Oui. Ben écoute, on a beaucoup parlé cette année. Oui. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il soit en santé pour jouer. Oui, il est blessé, là. Oui, mais là, ça fait une semaine. Le match est jeudi soir. On n'entend pas dire à nulle part qu'il ne jouera pas. Fait que jeudi, s'ils perdent, il est... Oui, s'ils perdent. Et c'est pas impossible qu'ils perdent. Même s'ils ont une meilleure équipe, c'est pas impossible. Avec John Hicks devant les buts, on ne sait jamais. Si ils perdent, excusez-moi, il peut signer vendredi matin. Ben, il peut signer avec le Rocket ou avec le Canadien? Oui, comme James Higgins et Cole Iserman et dernièrement, on en a eu un autre qui a signé avec la Ligue américaine en premier. Iserman, c'est difficile là, en Ligue américaine? Oui, j'ai regardé un petit peu. Ça, à un moment donné, dans un autre Serpent Liberté, on va faire une récapitulation des débuts de tous ces joueurs-là. Alors, plus qu'on parle des Islanders tantôt, on est en train de scraper ton sujet au complet. Je vais arrêter là. Fait que c'est ça. Alors, Hage, on va voir si c'est vendredi. Sinon, le match a lieu samedi soir. Il peut signer dimanche. Là, il resterait quoi? Un match au Canadien à peu près. Je sais qu'on en a parlé un peu. Le joueur autonome de quoi? 24 ans avec Michigan. TJ Hughes, ça, je voulais en parler. Oui. Est-ce que ça peut être intéressant pour le Canadien? Ben, regarde, c'est jamais inintéressant parce que c'est des gars que tu signes pour 1 an ou 2 puis qui ne coûtent rien. Fait que pourquoi pas, mais je pense pas que ça soit une pièce manquante pour le Canadien. Je pense qu'en ce moment, ça ressemble beaucoup plus là,
à l'autre frère Hudson qui a signé à Edmonton l'année passée. Ou à, je sais pas si tu as connu ça, toi, à cette époque-là, Brock Trotter. Brock Trotter. Écoute, il avait fait un malheur à Denver à 23-24 ans. Ouais. Le Canadien l'a signé. Puis Ça a été un bon joueur pour Hamilton. Ça a été un joueur pour Hamilton. C'est Quelques ça. matchs, je pense, à Fait Montréal. que TJ Hughes, Non. regarde. Mais c'est quand même le meilleur joueur de Michigan en ce moment, sauf qu'il a 24 ans. C'est quoi, c'est un joueur de milieu de formation ou un joueur de... À Michigan? À Michigan, Non, c'est je un parle pilier. avec dans la Ligue nationale. C'est un joueur de soutien. Bon. Mettons là que notre monde nous écoute, t'écoute. Oui. Puis tu dis, hey, jeudi, moi, ça me tente de regarder ces matchs-là. Oui. Fait quoi? Les matchs sont présentés à ESPN 2. Faudrait vérifier s'ils sont à TSN. OK. Le match en North Dakota est à 5h30, heure de l'Est. Et l'autre match, je crois, il est à 8h ou 9h. 9h, l'autre match. Fait que c'est ESPN 2. Oui, mais habituellement, TSN a habitude de montrer ces matchs-là. Je vais chercher ça pendant ce temps. Pag, il va... ouais. RDS peut-être aussi. Peut-être RDS aussi. Ah oui? Oui, mais ça, il faudrait vérifier sur les sites Internet des diffuseurs. Pour Michigan, évidemment, d'autres joueurs à surveiller. Will Horkoff, excellent marqueur qui joue avec Michael Cage, premier choix de Pittsburgh. Le gardien de but, Jack Ivankovic, Nashville. Choix de premier tour. Ouais. Est-ce qu'il va deuxième tour? Est-ce qu'il va Non, signer? mais On ne sait pas. Je parlais de Horkoff. Horkoff. Oui, Choix de premier 24e. tour, pas premier Oui. choix. Parce que c'est Kindle. le Ah ouais, premier c'est ça. Excuse-moi, Choix de là, premier ouais. tour, tu as raison. Dakota Rio Mullen. Si le nom vous dit Comment? quelque chose, Dakota Rio Mullen. Ah, ben oui, Réaume. C'est le fils de Manon. Pas repêché encore, mais là, il y a quelqu'un qui va le repêcher. Écoute, puis moi, si tu veux que je me vieillir encore davantage, Pag, j'ai couvert le premier match professionnel de Manon Réaume. En 92. Wow. 92, c'est 92, ça? ouais. Dans un petit jet privé, là où ma carrière a failli prendre fin. Tu demanderas à Martin Leclerc, je sais pas si je l'ai déjà raconté. Non. Tu dans un petit jet privé. Il y avait Jean Bouchard aussi et l'atterrissage a été très, très, très compliqué. Ah oui. Écoute, le pilote a arrêté les moteurs, puis il nous a laissé le vent ramener l'avion. Non, c'était... Il y avait un problème de moteur. Faut pas faire ça d'habitude. Ben, en tout cas, regarde, je suis pas Tabarouette. spécialiste, là, mais je sais que c'est le vent qui nous a ramené sur la piste Aïe, aïe. d'atterrissage. Avais-tu là. Fait pris beaucoup l'avion à ce moment-là dans ta vie? Parce que sinon, ça t'aurait peut-être Ouais. découragé de devenir Ouais. chroniqueur de hockey. Qui non, voyage. écoute, c'est parce que je l'ai pris tellement souvent après ça que tu peux plus te poser de questions. Là. Ouais, Mais ça. c'est un 8 places, là. Tu sais, on ne fait pas être debout dans l'avion, là. OK, je comprends. Mais c'est un petit, là. Ça bougeait. Je comprends. T'as-tu réussi à trouver nos matchs? Je peux pas confirmer avec certitude, mais dans le bloc 3, je vais le confirmer. Parfait. Ouais, moi, je regarde pour voir. À date, le match de 5h30, moi, je le vois pas à TSN. Peut-être que RDS, là, puis Peut-être là, on RDS. n'est pas en direct, ils Peut-être peuvent pas RDS, ouais. nous le dire, là. Mais les gens peuvent vérifier sur On le va, site on va RDS. regarder dans le troisième bloc. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Ça, c'est pas mal Ouais. mon aperçu du Final Four, du Frozen Four, qui devrait être intéressant cette année. Juste une petite parenthèse avant de passer à d'autres choses. Il y a David Poulin, un auditeur, qui me mentionne, on a parlé de Capo Caco dernièrement, puis il dit « Capo Caco demeure le 6e attaquant le plus productif de son année. » Alors, on se pose la question, bien, comment se fait d'abord qu'on dit que c'est un flop? Bien, regarde, les attentes étaient peut-être un peu élevées, mais en même temps, 40 points par année pour un deuxième choix au total, c'est vraiment pas beaucoup. Non. Mais ça prouve quand même une chose, c'est que si Caco est encore en 6e position, 7 ans plus tard, c'est parce que des vedettes dans un repêchage, il n'y en a pas tant que ça. Premièrement. Puis, ce qui m'a inspiré, Il c'est est-tu 6e? 6e chez les attaquants. Non, mais dans une cuvée quand même forte, là. Il est 6e. Il va être dépassé à un moment donné par certains joueurs. Ouais, mais là, il est tu 6e, tu Mathias. triches un peu. 6e chez les attaquants, mais combien avec les défenseurs? Il y a une couple de défenseurs qui doivent le dépasser. Ah, oui. Sider le dépasse. Non, Sider n'est pas encore là, mais ça va venir. Harley. Pas encore là, mais ça va venir là. Mais ce que je veux dire, c'est que chez les attaquants, il est 6e. Mais moi, ce que je veux dire, Mathias, c'est que, tu sais, souvent, je me fais dire « Ah, toi, premier centre, t'es trop difficile. Premier défenseur, un défenseur numéro 1, c'est quoi? » Puis là, il y a un analyste d'espoir de la NFL d'ESPN qui m'a inspiré de parler de ça. Il a fait une analyse des choix de cette année, choix de premier rang, possible. Et là, au lieu de faire un repêchage simulé de 32 joueurs, parce qu'il y a 32 clubs dans la NFL, Ouais.
Lui, il a dit, voici mes 12 joueurs qui méritent des cotes première ronde. Il y en a 12 seulement. Puis l'année passée, il y en avait 10. Et pourquoi tu ferais pas ça? Pour cette année? Oui. Bien, c'est ça. Alors, ça revient un petit peu à mon idée de premier centre, premier défenseur. Il y en a qui ont la définition peut-être un peu trop large du premier défenseur. Il n'y en a pas 32 dans la Ligue nationale. Moi, je sais qu'en mettant 7 la semaine passée, bon, il y en a qui m'ont dit que j'hallucinais un peu, là. Mais surtout que McAvoy, là. Ouais. Alors, mettons, on peut élargir peut-être la définition à 15. Zarovski, si tu en avais eu 12, Oui. il était à 15, toi? Sur la liste du Canadien, j'ai lu. Oui, qui était dans le top 12. Qui était à 12. Oui. Bien, moi, vois-tu, l'année passée, Mathias, j'ai fait un top 20. Puis je pense que pour moi, Top 20? ouais, je refais ça encore cette année. Moi, là, je te dis, là, pour moi, il y a à peu près 20 joueurs qui méritent une cote première ronde. Puis tu veux pas faire le 31? Non. Canadien, tu vas manquer le choix du Canadien. Non. Parce qu'il est peut-être dans mon top 20, le choix du Canadien. À 31, oui. Je le répète, pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas beaucoup, ce n'est pas un repêchage simulé que je fais. Tu fais exprès pour pas réagir, hein? Non, je ne sais pas, parce que j'essaie juste Canadien, de... 31e choix. Ah, d'accord, ils vont gagner la Hey coupe. boy, hein, Mais en fait, Pour moi, c'est Ottawa a gardé son choix. Hein. Ils vont repêcher 32, oui, c'est ça. Ottawa a gardé 32 ou 33? Oui, ils vont repêcher 32 Ottawa. Ils ont gardé leur choix. La Ligue nationale leur a permis de garder leur choix, mais ils vont... Puis là, ils vont donc, repêcher le 32. gagnant de la Coupe Stanley, 33? Non, 31. Ah oui, c'est vrai. Ils sont pénalisés. Moi, j'ai jamais C'est été ça, bon en Ils maths. sont pénalisés. Non, ça paraît, Mathias. Fait que 30, Fait que 31. laisse les maths aux gens. Donc, qui le sont- Canadien gagne la Coupe Stanley. Moi qui pensais qu'à 31, il était en finale. Il gagne la Coupe. Parade! Pag! Oui, C'est la parade! je suis là, moi, Parfait! avec un flot. Avec la poussette. Oui, oui. Fait que je te Hey, dis tu que verrais tout ça, le flou naît, puis il gagne la Coupe. ça En commencerait partant. fort. Ça commencerait fort. Alors, fait que c'est ça. Dernier sous-segment, l'espoir rétro de la semaine. Ah! Et avec une recommandation de livre. Ça roule, là. Joe Murphy. Joe Murphy, premier choix il y a 40 ans, en 1986. Il y a 40 ans Oui. déjà. Joe Murphy, lui, à l'époque, il était une des rares vedettes canadiennes qui n'allait pas jouer au junior majeur. Là, on a eu récemment Macklin Celebrini, mais Joe Murphy, à l'époque, avait joué dans la BCHL, la Ligue juniora de la Colombie-Britannique, avait refusé d'aller jouer dans la Ligue de l'Ouest parce qu'il voulait s'en aller à l'âge de 18 ans, c'était un late, né au mois d'octobre, à Michigan State. Michigan State qui a été éliminé d'ailleurs la semaine passée, qui était une puissance de hockey. Alors, Joe Murphy, à ce moment-là, il a obtenu une saison de 61 points en 35 matchs. Même à l'époque, même pour l'époque, c'est beaucoup. 61 points en 35 matchs. Et là, il est perçu comme un joueur qui est prêt pour la Ligue nationale. Déjà que c'est un late, il joue NCAA au lieu de jouer junior. Alors, on attend Joe Murphy en grande pompe. Je te dirais, moi, que le buzz pour Joe Murphy est à peu près semblable à celui pour Celebrini. Dans le sens que Celebrini, si tu te rappelles, oui, il y avait un buzz, Mais pas tant. mais c'était pas le buzz McDavid, c'était même pas le buzz Bédard. On disait... Ben, Puis loin de c'était là, même pas on le disait pas boss c'est le Bédard. prochain Crosby, prochain... Non. non. Alors, Joe Murphy, on disait pas que c'était le prochain Mario Lemieux, mais on avait un buzz semblable à celui de Celebrini. On disait quasiment que San Jose aurait été mieux de repêcher un an plus tôt à Bédard. Oui, C'est comme un prix de consolation. exactement. C'était comme un prix de consolation. Alors, le jeune Murphy, lui, arrive dans la Ligue nationale et ça va mal pour lui parce que le choix numéro 2, qui était mon chouchou à l'époque, dont on a parlé dans le show, Jimmy Carlson, arrive à 18 ans et fait 79 points. Et Murphy, lui, arrive à 19. Il joue 5 matchs avec les Red Wings et on l'envoie dans la Ligue américaine pour terminer la saison où il y a 59 points en 71 matchs. Ça, c'est un méchant coup de massue pour le Détroit qui croyait avoir un joueur prêt à utiliser. Prêt à porter. Prêt à porter, c'est ça. Hey, parenthèse, Oui. qui va être en lien avec notre sujet du Oui. premier bloc. Oui. Combien de points, Carson, sa 4e année? Puisqu'il est arrivé dans la Ligue nationale à 18 ans. C'est l'année qui a été échangée à Détroit et qui, à partir des Oilers d'Edmonton et qui a été blessé, puis je crois qu'il a fait 50 quelques points. Fait que ça, Et c'est ça a révélateur. été- oui, après avoir fait des saisons de 79, 107
et 100. Macklin Celebrini qui vient de dépasser d'ailleurs, est-ce qu'il a dépassé le 107? Je pense que oui, ou il approche. Carson et Celebrini étant un des 2 des 6 joueurs qui ont obtenu 100 points à 19 ans. Pour certain que tout le monde a vu ça passer la semaine dernière, Celebrini avec son match formidable jeudi dernier. Fait que l'année suivante, 87, Joe Murphy a 20 ans. Fait qu'on se dit, il est prêt. Alors, mais on l'envoie quand même à Adirondack pour commencer l'année. Il a 11 points en 6 matchs. Alors là, on se dit, OK, c'est beau. Il arrive à Détroit, il a 19 points en 50 matchs. Oh, là, ça va mal. Carson, 55 buts. Record pour 19 ans qui n'a pas encore été battu. Ça fait mal. 88-89, Murphy a 21 ans. Il a 47 points. Il a 66 points en 47 matchs dans la Ligue américaine. Là, c'est établi que le gars, c'est un joueur qui est trop fort pour la Ligue américaine. Mais il revient à Détroit. En 26 matchs, il a 1 but, 7 passes. Ça revient à notre sujet du premier. Fait que là, il a 21 ans. Il a 1 but, 7 passes. Mais lui, il n'est pas arrivé dans la Ligue à 18, il est arrivé à 19. Alors là, ce qui devait arriver à le fameux Carson en question ne veut plus jouer à Edmonton en début de saison. Il va aller jouer pour les Red Wings de Détroit. On l'échange à Détroit et un des joueurs échangés à retour de Carson, c'est Joe Murphy. Et là, Joe Murphy arrive à Edmonton. Il a 25 points en 62 matchs, mais là, à Edmonton, le club était pacté. Il jouait sur un 3e trio, une ligne de jeunes avec Martin Gilina, Adam Graves. Et en série, 14 points en 22 matchs. C'était... cette ligne-là était la coqueluche des séries. Ouais. Les Oilers gagnent la Coupe. Murphy, ensuite, 62 points à Edmonton et 82 points l'année suivante à 24 ans. Wow. À Edmonton. Et là, à Edmonton, on décide de démolir l'équipe parce que le propriétaire ne voulait pas payer. Et Murphy est échangé à Chicago, où il jouera 4 ans. Une année, il est blessé, 17 points en 19 matchs, mais c'est bien. 70 points ensuite l'année d'après. 41 points en 40 matchs et 51 points en 70 matchs. Je pensais pas Donc, que ça avait... Joe Murphy, à ce moment-là, a une carrière. Il a une belle carrière. Combien il de points en carrière? 528, finalement. Donc, il a une belle carrière. Ensuite, il est échangé à Saint-Louis. Il a 20 buts. Et après ça, il est échangé aux Sharks. Il a un regain de vie aux Sharks, 25 buts. Là, il est rendu à 31 ans. Mais on se dit, tu sais, c'est quand même, là, tu sais, je veux dire, il a sauvé sa carrière. Et là, ça s'est terminé à Boston, à Washington, 2 ans plus tard. Et il finit avec 233 buts, 528 points. En combien de matchs? 779. Oh, c'est bon. Donc, on parlait d'un gars d'à peu près, en moyenne, 55-60 points. Ouais. Bon, c'est pas ce qu'on attendait, mais c'est pour dire que il est parti de possible... Non, il est parti de future vedette à flop finalement, Très il est bon. Ouais. Sauf que il y a eu des commotions cérébrales, dont un incident où il a complètement, là, il a vraiment, vraiment aidé à sommer. Et là, c'est là que ça s'en vient, et c'est pour ça qu'il y a une recommandation de livre qui s'en vient. Oui. C'est que Joe Murphy, il y a à peu près une dizaine d'années, est devenu itinérant. Il a commencé à vivre dans la rue. Sans abri. Il a commencé à vivre dans la rue. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a refusé toute aide. Oui, il y a eu un documentaire également. Il y a eu un documentaire à TSN. Et il y a eu un livre écrit par Rick Westhead, un très bon journaliste. C'est pas lui qui a sorti le scandale du hockey junior, là? Oui, le truc de hockey junior. Il a écrit beaucoup de livres sur toutes sortes de choses. Puis, et ça s'appelle Finding Murph. Finding Murph. C'est un livre qui est sorti il y a à peu près 4 ans. Et puis, là, on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de nouvelles. Les dernières fois qu'on a entendu parler de lui, c'était durant la période COVID. Il semblerait qu'il errait dans les rues de Regina. C'est les dernières nouvelles qu'on a. Finding Murph, une histoire... je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être lue parce que ça fait réfléchir sur les commotions cérébrales. Merci, Simon. Voilà. Troisième bloc, qui va être probablement court parce que là, on a parlé du travail de Mathieu Darche, on a parlé des propriétaires, on a parlé des plans d'avenir, on a parlé de Cole Eiserman un peu. Écoute, tu voulais parler des espoirs? On va parler un peu des espoirs, puis on parle un petit peu des contrats. Tu sais, dans le sens que là, on a prolongé Jean-Gabriel Pageau. Il y a déjà Mathieu Barzal, Bo Horvat, Pierre Engvall qui sont sous contrat pour encore 5-6 ans. Pageau jusqu'en 2029. Braden Shen, il va lui rester 2 ans après cette année.
Du côté des défenseurs, Romanov, Pulak, Pelech, Mayfield, sous contrat au moins pour 4-5 ans, toute la gang. Et Sorokin dans les buts jusqu'en 2032. Donc, les Islanders, là, ils l'ont identifié, leur noyau. J'ai une question. Mais c'est moi. pas un noyau de club champion. J'ai une question, moi. Oui. Tiens. C'est pas un noyau de club champion, mais est-ce que tu vois dans certaines décisions de Darche des tendances qu'on pouvait voir à Tampa? Ça fait pas assez longtemps. Comme Pajot, par exemple, Ouais. tu sais, avec Yannick Gourde. Ouais. Non, pas assez Ça fait pas assez longtemps. Mais peut-être l'an prochain, si tu me poses la même question, après un autre été, une autre période de transaction, comment les Islanders vont être l'an prochain, ça, on s'en parlera. Parfait. Mais ça se peut c'est sûr qu'on va voir des tendances à un moment donné. C'est sûr. Du côté des espoirs, regarde, ça s'est amélioré par rapport à il y a quelques années. Callum Ritchie, c'est pas un mauvais joueur, 21 ans. Et puis, évidemment, il y a Mathieu Schaefer. Hein, c'est plus un espoir, mais c'est tout comme. Mais c'est quand même un gars de 18 ans. Cole Eiserman, un peu mystérieux, un espoir mystérieux, dans le sens que je pense que dans le meilleur des cas, ça devient un genre de Mike Hoffman. Ça, c'est vraiment le meilleur. Il y a moins en moins de mystère, là. C'est ça. Mystérieux dans le sens qu'il y a quelques années, on voyait ce gars-là peut-être comme un choix top 3, puis finalement, il était choisi 20e. Puis là, on parle que dans le meilleur des cas, c'est Mike Hoffman. Regardons ses stats, parce que lui, dans son cas à lui, les stats sont importantes, parce que c'est un gars qui n'a pas beaucoup de variations à sa palette de couleurs, là. Tu vois, Eiserman, il est déjà dans la Ligue américaine parce qu'il a signé, lui, il y a quelques semaines, mais il a signé son contrat de Ligue nationale qui ne commence que l'an prochain. Chose qui pourrait arriver avec Michael Hage, on verra dans les prochains jours. Tu vois, il est à Bridgeport en ce moment. Il a un but, une passe en 7 matchs, c'est normal, acclimatation. Mais tu vois, à Boston University, il y a 18 buts, 10 passes en 32 matchs. C'est rien pour écrire à sa mère. Pour un gars de deuxième saison qui était supposé être si bon. Même que l'an dernier, il a eu une meilleure fiche. Il a eu 25 buts. Fait que c'est sûr que Boston University est un club moins fort cette année. Mais vois-tu, ça, c'est un gars vraiment... J'irais jusqu'à dire que s'il devient un joueur de la Ligue nationale décent, c'est un boni. Un boni. Si c'est un joueur de milieu d'alignement qui peut compter un 20-25 buts, c'est un boni. Fait que c'est pas le premier qu'il faut nommer, là. Non, c'est pas le premier qu'il faut nommer, mais je le nomme pareil en premier parce que je ne nomme pas nécessairement ça en ordre d'importance. Dans les attaquants, Victor Eklund. Lui, j'aime beaucoup plus Victor Eklund, obtenu avec un des 2 choix obtenus par le Canadien. Pour Dobson. L'an dernier, pour Dobson. Alors, Victor Eklund, lui aussi, il est rendu à Bridgeport. Il a déjà joué 4 matchs et il a 6 passes en 4 matchs. Je pense que Victor Eklund, l'an prochain, devrait avoir un poste régulier à New York. C'est un gars à prendre au sérieux, là. C'est un gars à prendre au sérieux. Moi, je le voyais comme un... C'est pas un clown? Il fallait que j'en fasse au moins un dans la journée. Juste un. OK. Et puis... Puis là, alors Eklund, d'après moi, c'est probablement leur meilleur espoir. Là. Si tu enlèves Schaefer, qui n'est plus un espoir, c'est probablement leur meilleur espoir. Schaefer n'est plus un espoir. Non, c'est plus un espoir. Eklund, d'après moi, est leur meilleur espoir et l'an prochain, il devrait être là. Il y en a qui se demandent pourquoi il est dans la Ligue américaine, il a déjà signé son contrat. On va l'expliquer brièvement. Eklund avait signé son contrat l'an dernier et il a été prêté à son équipe suédoise. Ce qui fait qu'il était déjà sous contrat les Islanders. Il n'a pas brûlé sa première année, mais ça lui donnait l'option soit d'aller à New York, soit d'aller dans la Ligue américaine. Si on veut, on peut le rappeler. Toutes les options étaient là, alors qu'un gars comme Hage, lui, s'il signe un contrat professionnel, il ne peut pas aller à Laval. Il doit signer un contrat d'essai amateur jusqu'à ce que les Canadiens veuillent le faire monter. Eklund, c'était une autre situation. Et ça j'imagine, ça se fait pas que les gars de la KHL, comme le Canadien n'aurait pas pu signer Zarovski puis le prêter à... De toute façon, il était déjà sous contrat. Oui, c'est ça. La KHL, c'est un autre animal. Ça, c'est plus une entente qu'ils ont avec la Suède, souvent, pour pas que les joueurs de 18 ou 19 ans, ceux qui ne veulent pas retourner dans la Ligue américaine, l'entente est retourner loup à son club en Suède. Oui, il aurait pu faire ça à Katos Koivu pour être sûr là, de l'envoyer à bonne place. Hey, j'ai regardé ses stats. Je sais que c'est des stats. Là. Moi, je suis pas comme toi. Un but, une passe en 84 matchs. Je pense qu'il y a 7 points en 49 matchs ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas regarder tous les matchs comme toi. Je regarde les stats. Mais oui, mais pour une fois... Pas pour tout le monde. Non, mais
Prends-toi une bonne gorgée. Non, mais là, c'est parce qu'à ce quoi, vous, ça fait longtemps, moi, qu'il est dans le rétroviseur. C'est comme, je regardais aujourd'hui, comment il s'appelle, le Suisse, choix de troisième tour. Rohrer, qu'on Oui, compare Vincent Rohrer. Aujourd'hui, j'ai vu passer ça sur, Ouais. sur Twitter. Un jeu à la Brendan Gallagher. Je pense qu'il y a 8 points en Suisse cette année. Oui, là. ça, c'est une autre lubie, ça. Puis on a dit que ça a été plus difficile cette année à cause d'un renvoi de Ben oui, un des gros camp excuses, d'entraînement. des excuses. On va l'oublier lui aussi. On va l'oublier lui aussi. Un autre joueur dont je voulais parler, Danil Prokhorov, ça, c'est un gros attaquant russe qui, éventuellement, moi, je pense qu'il pourrait se retrouver un boulot sur un troisième trio. Mais, tu sais, un gros marqueur qui patine pas très vite, mais c'est ça, il compte puis il est gros. Un Alors, Kaliev, là, genre? Ouais, mais un Kaliev plus vaillant. Puis il a été repêché où, quand, comment? Deuxième ronde quand l'année même. passée, Prokhorov. Et il y en a dans les repêchages Shmuley qui l'avaient en première ronde. Moi, il n'était pas dans mon top 20, mais tu vois, il y a 18 points cette année en 25 matchs dans la VHL. Qu'est-ce que c'est la VHL? C'est l'équivalent de la Ligue américaine par rapport à la KHL. Et Prokhorov, d'après moi, c'est un gars qui pourrait se tailler un poste éventuellement, pas cette année, mais éventuellement. Je veux dire, tu sais, des alliés comme ça, à 6 pieds 6, 220, qui peuvent marquer des buts, on ne crache pas là-dessus. Là, moi, je suis curieux. C'était bien en deuxième ronde, je trouve. Ouais. Je trouve que les Islanders, l'année passée, ils ont fait un bon repêchage. À la défense, avant de C'est ça que je suis curieux, mais c'est ça que je suis curieux de savoir si sa cote a remonté un peu, là. Que Sean Aitchison? Oui. Non, pas tant que ça. Alors que Sean Aitchison, pour moi, c'est un gars qui va faire son chemin dans la Ligue nationale. Mais ça ne sera pas la brute, si on peut dire, qui va faire peur à tout le monde. C'est pas le gars qui va compter 25 buts à cause de son slap shot. Pour moi, c'est un gars qui, au rang où il a été choisi, il est 17e au total, je pense. Ouais. Ça, pour moi, c'était extrêmement surestimé, 17e au total. Tu préfères Zarovski? Ben oui, évidemment. Fait que c'est ça, les Islanders. Alors, est-ce qu'ils peuvent gagner dans les prochaines années? Regarde, ils ont Matthew Schaefer. Alors, dans ce temps-là, je peux pas... Mais j'ai une question piège. J'aime ça, les questions pièges. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Tu le sais, tu peux invoquer ton amendement. Oui. Victor Eklund. Oui. Et Aitchison. Oui. Repêché que les 2 choix de premier tour du Canadien. Oui. Les Islanders, tes offres pour Zarovski. Non. Non? Non. OK. Je trouve que ça met fin au bloc de façon spectaculaire. Mais il est bon, Victor Eklund. Ouais. Il est bon. Mais non. Mais non. Avant de finir le bloc, là, il fallait donner l'information pour la NCAA. Oui. Alors, c'est disponible sur le TSN+. Donc, les abonnés de TSN+, vont pouvoir regarder le Frozen Four jeudi soir à 20h30. Puis, un complément d'information, l'aréna des Islanders est vraiment beau. Puis, c'est vraiment le fun d'aller voir un match là-bas. Il y a genre un party sur une terrasse au 2e étage entre chaque période. Puis, les installations sont vraiment modernes. Juste, je suis allé avec BPM il y a 2 ans. Là, puis j'ai eu tellement de plaisir. C'est vraiment... Avec VPN ou BPM? Puis ma chute, tu vas arranger ça au montage. Moi, j'avais une belle chute, là. Ben, tu peux chuter. Chute. Ben non, mais là, je vais pas répéter. Finissons. Je raccroche. Voilà. Là, c'est le moment du show où la voix chaude, suave, rassurante, Pierre-Alexandre Girard entre en scène. Mais d'abord, permettez-moi de remercier notre partenaire présentateur Mise au jeu Plus, qui vous rappelle de jouer responsablement. La première question nous vient de Stéphane Roussin. Étant donné que le Canadien a des liens avec la Russie en termes de recrutement et qu'il a repêché des Russes au cours des 2 dernières années, y a-t-il encore des espoirs russes qui pourraient être dans la mire du Canadien au rang où il devrait choisir en première ronde? C'est une excellente question. Oui, et puis c'est pas surprenant que ce soit une excellente question, Mathias, parce que c'est un ancien collègue du secondaire. Ah, c'est pas lui qui t'a vu à Arlen Oates, là. Non. Okay. Non, il était peut-être au courant de l'histoire à ce moment-là. Je rappelle tout le temps Arlen Oates à chaque fois, tu sais. Oui, je sais, Mathias. Tu es tellement gentil de faire ça. Ah oui, c'est un collègue qui continue à... C'est le fun. Qui nous écoute, oui, c'est ça. Que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais il nous écoute, puis il pose des questions. Tu lui écriras, tu lui diras bonjour. C'est fait. Je lui ai dit bonjour, c'est déjà fait. Stéphane, je te dirais que c'est pas nécessairement une grande année pour les Russes, mais
ça s'en vient tranquillement. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoirs de 15 ans en ce moment qui sont admissibles en 2028, qui sont vraiment, vraiment... Donc, pas là. Quoi? Il n'y en aura pas cette année. Il n'y en aura pas cette année. Tu sais, il y a des gars peut-être comme Gleb Pukachev en deuxième ronde. Ça, c'en est un que je peux te nommer. C'est pas un gars hyper créatif offensivement, mais c'est un gros bonhomme qui peut jouer au hockey. Alors, lui, sinon, il ne serait pas choisi en deuxième ronde, là, évidemment. Fait que moi, je te dirais que c'est peut-être un gars qui pourrait être dans le mire du Canadien, soit avec leur choix de fin de première ou leur choix de deuxième ronde cette année. Ah, donc, il y en a un. Ouais, mais... Gros bonhomme, c'est quoi, là? C'est au moins 6-4, si tu parles de... Ah, si c'est pas 6-5. Ah. Regarde, il y a des joueurs comme Nikita Klepov, mais lui, Nikita Klepov, il joue dans la Ligue de l'Ontario. Alors, est-ce que ça peut être considéré comme un Russe? Ah. Tu sais, c'est ça, je pense que... Ben, c'est pas l'avantage. C'est ça. Le Canadien n'a pas d'avantage. C'est ça, parce que Stéphane, il parle de lien avec la Russie. Ouais. Donc, dans le cas de Nikita Klepov, c'est un gars qui est venu jouer ici. Donc, non, cette année, c'est pas une grosse année pour les Russes. Tu vois, il y en a un autre, Igor Barabanov, mais il joue dans la Ligue de l'Ontario. Ça peut être un choix de deuxième ronde. Fait que c'est pas vraiment, là... c'est pas l'année pour prendre les Russes. Bon. À part peut-être Pukachev. Mais Pukachev, ça rentrerait peut-être dans le genre de joueur dont le Canadien a besoin, un joueur de soutien qui est gros, qui frappe. Patrick Dubois, y a-t-il d'autres stratégies à envisager que le repêchage des jeunes joueurs lorsque j'observe le Lightning de Tampa Bay qui semble observer des joueurs sous-estimés qui ont continué de progresser sur le tard, et ici je pense à Darren Radish et à Charles-Antoine Dastou. Selon vous, ne serait-il pas logique d'envisager d'autres stratégies comme le font le Lightning? Bien, je pense que je comprends la question de Patrick parce que nous, on met beaucoup l'accent sur les choix de repêchage ici. Moi, j'ai parlé de tanking à peu près 275 000 fois. Donc, ça donne l'impression que je me dis, bon, faut absolument juste que tu ailles chercher Celebrini, Will Smith, puis Sam Dickinson, puis Michael Misa, puis ton club est fait. Non, au contraire. Le Lightning était les Sharks de San Jose. À l'époque, ils l'ont fait. Ben, Steven Stamkos, Victor Hedman. Ouais. Tu sais, ils l'ont fait, eux autres aussi. Alors là, oui. Vasilevski avec leur deuxième choix de premier tour. Oui. Alors oui, les piliers sont venus de là. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont déniché des gars comme Dastou, des gars comme Radish. Mais je crois que ça, c'est nécessaire à toute équipe pour gagner la Coupe Stanley. Floride est allé se chercher un Gustav Forsling, qui avait déjà été ballotté. Toutes les équipes ont besoin d'aller chercher des petites cartes cachées comme ça. Alors, je ne pense pas que ça soit nécessairement une stratégie. Ça fait partie des 5 ou 6 ou 7 sous-stratégies pour aller trouver des joueurs. Les joueurs viennent de partout. Quand tu analyses un gagnant de la Coupe Stanley, puis ça, on le fait un peu à chaque année, on va le faire au mois de juin, on va faire, OK, d'où viennent les 20 joueurs? Puis vous allez voir, ça vient d'un peu partout. Alors, des Radish, des Dastou, toute équipe qui a gagné la Coupe, à un moment donné, en a trouvé. Je ne pense pas que ce soit une stratégie uniforme, unique, qui dit, le Lightning se dit, hey, on va juste chercher des cartes cachées. Non, mais ça fait partie. Canadien de Montréal, Nick Suzuki obtenu dans un échange, Caulfield, 15e rang. Non, mais je comprends ce que Patrick Dobson, veut dire. Patrick veut dire des rejets. On parle d'un Gustav Forsling, mettons, ou d'un Radish. Là. Ah, des rejets. Oui, des rejets. C'est sûr que là, on ne peut plus parler de Dastou et de Radish comme des Non, mais à l'époque... À l'époque, c'est des gars qui avaient été laissés pour compte. On va appeler ça comme ça, des laissés pour compte. C'est pas des rejets, non. C'est des joueurs qui ont été mal évalués. Oui. Disons ça comme ça. Ou qui ont éclos plus tard, peu importe. Puis il faut donner crédit au Lightning pour aller chercher ces gars-là. Puis j'enlève pas le crédit au Lightning. Je dis juste que ça fait partie d'un tout quand tu formes une équipe championne d'aller trouver des Radish puis des Dastou. Parce qu'on s'excuse là pour notre expression de départ à la famille Dastou. Mais c'est des joueurs mal évalués. Ben, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il y a 700 joueurs de la Ligue nationale. Est-ce que c'est les 700 meilleurs qui sont là? Ben oui, tu peux être sûr qu'il y en a plusieurs centaines. Ouais. Mais à un moment donné, dans les entre 500 et 700, ben, il y en a peut-être dans la Ligue américaine ou dans l'East Coast League qui pourraient faire le travail. Tu sais, c'est pas une science exacte. Johnny Roy. Est-ce que Simon accorde un peu d'importance aux différentes ligues junior A au Canada ou ceci est vraiment loin dans ses analyses au cours de la saison pour le repêchage? J'aurais aimé ça que Johnny pose la question il y a 1 an puis qu'il la pose aujourd'hui. Avant, moi, j'ai toujours respecté les joueurs qui dominaient une ligue, peu importe le calibre de la ligue. Mais
force est d'admettre maintenant que les Ligues juniors ont été beaucoup, beaucoup affaiblies par le fait que ce n'est plus nécessairement une porte d'entrée pour la NCAA, pour les joueurs. Donc, un joueur sait maintenant qu'il n'est pas obligé de faire, comme on a parlé tout à l'heure de Macklin Celebrini, de Joe Murphy, d'aller jouer dans une ligue Kel McCarr, Jake Evans. En Alberta, Jake Evans. Ils n'étaient plus obligés d'aller jouer dans cette ligue-là pour aller dans la NCAA. Donc, ils vont aller jouer à 16, 17, 18 ans dans le junior majeur et à 19, ils vont se retrouver dans la NCAA. Règle générale. Là, je peux te remonter maintenant un 10-15 ans en arrière. J'avais croisé un recruteur de la Ligue nationale dans une aréna juniora en Ontario. Et j'avais un peu demandé, qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? Puis il avait dit, notre patron, le directeur du recrutement, il veut qu'on fasse le tour au moins une fois de toutes les équipes juniora au Canada. Alors, si, mettons, il y a... Incluant le Québec? Pardon? Incluant le Québec, Oui, qui était tout, le junior 3. tout. D'ailleurs, Martin Saint-Louis, on peut le nommer aussi, Oui. qui a joué junior... c'est pas... Il joué à Hawkesbury, Martin Saint-Louis? Il a joué au Vermont. Oh, non, mais avant d'aller au Oui, Vermont... oui, il a joué juniora. Oui, il a joué juniora. Regarde donc, c'était où? Donc, c'est ça. Hawkesbury? Donc, c'est ça. Fait que le gars devait faire le tour de toutes les équipes. Évidemment, qu'aller voir toutes les équipes une fois, tu vas me dire, c'est pas un gros tour d'horizon, mais ça démontre à quel point, tu sais, on le voit quand on voit ces ligues-là. Tu dis, est-ce que ce gars-là a une chance de faire la Ligue nationale un jour? Il y en a très, très peu. Mais ça vaut la peine de regarder. Moi, oui, je les analyse, mais j'ai un gars qui a 20 points en 60 matchs. De moins en moins. Il y a un espoir T'sais, du Canadien, d'ailleurs, qui n'a pas cartonné en junior A. Là. J'essaie de me rappeler son nom. Il est allé à Boston College ou Boston University, puis il ne cartonne pas bien non plus. Là. Il y a 2 ans. Là. Tu te rappelles même pas. Ben, je sais qu'il y a Sam Harris qui joue pour l'Université de Denver en fin de semaine. Ben Merrill. Merrill? Oui, c'est vrai. Merrill, t'as raison. Puis oui, il a joué 1 an à Hawkesbury. Hawkesbury, OK. Voilà, Hawkesbury. Alors, tu sais, ça vaut la peine de s'y attarder. Ça vaut la peine de regarder, mais tu ne peux pas t'y attarder, là, parce que c'est plus important d'évaluer les ligues juniors et l'Europe. Jelly Time Son. Ben oui. Le discours populaire dit qu'on veut protéger Jacob Fowler de la pression de la LNH pour son développement. Mais en même temps, Jacob Dobèche, qui est aussi une recrue, se fait confier le filet sans trop d'inquiétude. Comment expliquez-vous cette différence d'approche dans le développement des 2 jeunes gardiens? Sans trop d'inquiétude. Qu'on retrouvera dans l'extra, Mathias. Mon ami pourvoyeur, il ne pose jamais de questions, lui? Ben, c'est bon. Ah oui, peut-être. Peut-être, oui, à un moment donné. C'est une insight. Est-ce que ça met fin à l'épisode régulier? Mais ça, Simon, merci. Tu bouges pas. Pag, tu bouges pas. surtout pas. Merci. Je m'en allais répondre. Je sais, je t'ai arrêté. T'as bien fait. Moi, j'essayais de te faire des signes ou j'essayais de... comme ça serait bien aimé.